Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, ça va au point de vue son, là? Bonjour en tout cas, bonne année, puisque c'est le début. Hein, je vous souhaite une bonne année à tous. C'est bien de commencer par les mathématiques. Après tout, voilà, pourquoi pas. Alors, ici, le principe va être le suivant. Bon, j'ai fait un dictionnaire il y a 1 an et demi avec mon ami Michael Launay. C'est mon ami, mais lui, il a 35 ans seulement, donc que moi, je ne dirais pas combien j'ai, mais beaucoup plus. Et on a décidé de faire ce dictionnaire, on s'est régalé. Et donc, l'idée que j'ai pour vous en parler, à vous en particulier, c'est de dire, voilà, j'ai mis un certain nombre de mots, et puis vous allez choisir des mots, et je vais vous en parler, mais ce sera des mathématiques, hein, c'est pas... voilà, c'est pas du français ni des choses comme ça. Je vous en parlerai en espérant que ça vous amusera un petit peu, parce que j'imagine que si vous êtes là ce soir, puisque vous avez voulu faire des mathématiques, c'est pour vous amuser, hein, puisque c'est à ça que ça sert en particulier les mathématiques. Donc voilà, j'ai quelques mots. Qui veut proposer un mot? C'est vous qui décidez, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Millefeuille. Allez, on va faire millefeuille. Allez, millefeuille. Alors, un millefeuille, pourquoi c'est mathématique? Ah oui, je devrais avoir une feuille de papier. J'en ai pas, personne n'a de feuille de papier. C'est le seul mot qui nécessite du matériel. Pour faire un millefeuille, comment vous faites? Je vais vous l'apprendre, bien qu'il y en ait un certain nombre qui doivent le savoir ici. Vous avez une pâte, vous l'étalez, vous avez une feuille de pâte, vous la pliez en 3. Attendez, avant de la plier d'ailleurs, je vais la plier, mais avant de la plier, vous mettez du beurre sur la pâte. Puis vous la pliez. Ce qui fait qu'il y a du beurre entre les morceaux de pâte. Mais vous avez plié en 3. Et donc, vous avez 3 feuilles qui commencent le millefeuille, qui va être mis tout à l'heure. Ensuite, vous la tournez dans l'autre sens, et vous remettez du beurre, et puis vous la pliez en 3. Mais dans l'autre sens. Ça fait ça. Voilà. Après, ça s'arrête là, c'est tout. Après, vous avez compris. C'est-à-dire, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On l'étale, on la plie en 3, et on a 3 feuilles. On l'étale, on la plie en 3 dans la feuille. On réétale. Bon, ça s'étale, ça refait une clé, avec le rouleau à pâtisserie, bien entendu, et vous avez de nouveau une feuille. Et vous recommencez, en tournant un petit peu, si vous avez fait dans un sens la feuille, vous faites en 3 à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites ça, vous multipliez le nombre de feuilles par 3. De feuillets avec du beurre entre. Il y a de la pâte, du beurre, de la pâte, du beurre. Et ça continue comme ça. Alors, si vous êtes pâtissier ou pâtissière, vous savez combien on fait en France. Le millefeuille, on le fait 6 fois. Si vous regardez la recette n'importe où, on le fait 6 fois. Donc, vous voyez, au bout de 5 fois, vous avez 243 feuilles. À chaque fois, c'est multiplié par 3. Hein, et puis voilà, on multiplie le nombre précédent par 3, et quand vous avez fait 6 fois, vous avez 729 feuilles. Et un millefeuille, il n'a pas 1000 feuilles, c'est de l'arnaque, vous pouvez le dire à votre pâtissier, il a 729 feuilles exactement, quoi. Voilà. Mais on appelle ça un millefeuille, et on est quand même assez content de le manger. Voilà. Voilà pour le millefeuille. Deuxième mot, allez-y. On a le temps, on a retour, voilà. Comment il dit? Puzzle. Ah, puzzle, d'accord, c'est ce que vous voulez. Alors, si vous voulez bien, puzzle, on va attendre un petit peu, je le reprendrai tout à l'heure, parce que ça dure 10 minutes, 10 ou 12 minutes. Et donc, je vais pas, on est au début, là, donc on va faire des petites choses, mais je le retiens pour tout à l'heure. Parce que, puzzle, je vous donne quand même le principe. Un puzzle, c'est quelque chose qu'on a découpé et qu'il faut reconstituer. Bon, quand on découpe des polygones, c'est-à-dire comme des carrés, des quadrilatères, enfin des choses qui ont des côtés, ça existe aussi, c'est rigolo, on les découpe et puis on les donne à un élève et on dit tu reconstitues. Bon, donc il faut qu'il fasse attention, par exemple pour un carré, pour obtenir un carré. Et il y a un théorème très important qui a été découvert au XIXe siècle et qui dit la chose suivante. Vous prenez un polygone, par exemple un rectangle, ici. Bon. Et vous le découpez en un certain nombre de morceaux. Et il est toujours possible
de découper de façon à réobtenir, par exemple, un hexagone, c'est-à-dire un polygone à 6 côtés. Et c'est toujours possible, quel que soit un polygone donné, mettons à 7 côtés, et un autre polygone, mettons à 8 côtés, ou 14, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous pouvez toujours découper l'un des polygones avec des ciseaux, avec des lignes droites, hein, pour reconstituer le deuxième. Et ça, c'est un théorème général, et ça, je veux vous le démontrer complètement. De façon à ce que quand vous sortiez, vous soyez capable de redémontrer ce théorème vous-même. Mais ça va durer une dizaine de minutes. Mais je vous le ferai tout à l'heure. Alors, on choisit quelque chose de plus simple. Cochonnerie, ça ne va pas être malheureusement ce que vous pensez, parce que ça vient surtout... j'ai tiré ça d'un livre qui s'appelle « Les oisivetés de Monsieur de Vauban », qui est donc le ministre de la guerre de Louis XIV, où ramasse de plusieurs mémoires de sa façon. C'est-à-dire, Vauban avait écrit un livre sur la fin de sa vie, comme c'est indiqué là, vers 1690, et il avait écrit un peu toutes ses pensées, et en particulier, il y a une chose qui l'avait intéressé, puisqu'il s'était intéressé à la guerre, il s'intéressait surtout au fait d'élever des cochons. Pourquoi élever des cochons? Parce que les armées se déplaçaient avec des cochons pour nourrir les soldats. Et après, il fallait les renouveler, etc. Et donc, il s'est intéressé à, si je pars d'un cochon, il s'est posé un problème, qui est finalement mathématique. J'ai un cochon, une truie plus précisément, puisqu'il faut que ça puisse produire d'autres cochons. Si je garde cette truie un certain temps, et puis si je garde sa descendance, etc., qui va faire, combien je vais pouvoir nourrir de personnes? Ce qui est important pour une armée, bien entendu, il faut savoir comment il va. Et donc, voilà, je vous ai mis un petit extrait de... Donc il dit, on va traiter ce problème, il traite ce problème, dans son chapitre de la cochonnerie. La deuxième année de son âge, une truie... Ah ben, parce que la première année, elle fait rien. Elle se contente d'être jeune. Bon. Et puis elle porte une ventrée de 6 cochons mâles ou femelles. Soit 3 femelles. Puisqu'il ne va pas s'occuper des mâles, parce que ça n'a pas d'importance pour lui, la connaissance. Il n'y aura qu'à doubler ce qu'on a à la fin, quand on aura trouvé le résultat. Donc il y a 6 cochons mâles dans une ventrée. C'est ça que fait la truie la deuxième année de son âge. Ensuite, la troisième année, elle porte 2 ventrées. Enfin, bon. Donc la deuxième année, une ventrée. De 6, 3 truies, quoi. Et puis la troisième année, elle fait 2 ventrées. C'est-à-dire, tous les 6 mois, il y a 3 cochons qui naissent. 3 cochons femelles en plus. Et la 7e année, elle n'en porte plus. Donc il faut après s'appuyer sur ce qu'elle a fabriqué en attendant, quoi. Donc c'est comme ça. Alors, j'ai fait tous les calculs, je vais juste vous les écrire. Combien vous pensez qu'on va avoir de cochons au bout de 10 ans? Dites un chiffre, tiens, dis un chiffre. Un nombre. 340. Combien? 340. Bouf, non, beaucoup plus. Bon, beaucoup plus. Bon, qui c'est qui pense qu'il y en a plus de 1 million, par exemple? Il y en a quand même qui pensent ça. Bon, c'est bien. Il y en a un au moins qui pense ça. Bon, alors on va calculer. C'est assez simple à faire. Enfin, je fais les calculs je les ai faits, je les ai écrits, quoi. Une truie. Bon, une truie. La fois d'après, elle en a 3. Première génération, 3 truies. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ensuite, la deuxième génération, elle a ces 3 truies qui en ont produit 3 autres, 3 fois 3. Et puis, puisque ça, et puis il y en a 6 qui sont produits par la première truie, puisque c'est sa deuxième année. Ça fait donc 6 plus 9, ça fait 15. Après, c'est pas difficile à suivre. Les 15 précédentes, elles font une ventrée, ça va faire 15 fois 3. Puis ceux de la génération de la première, ils ont 2 ans, elles ont 2 ans, donc ça fait 3 fois 6 de plus. Et puis les 6 de la première, toujours. D'accord, c'est pas très compliqué. Ça va quand même. Donc voilà pour la troisième. Après la quatrième, et puis ça va continuer comme ça. Hein. Donc on va aller assez vite après. C'est-à-dire on regarde la génération précédente, ils étaient 69. On multiplie par 3. Puis on regarde la génération encore avant, qui eux font, ces truies-là, elles en font 6 maintenant. Donc 15 fois 6. Et puis ceux aussi qui étaient encore avant, 3 fois 6. Et puis les 6 de la truie. Donc à chaque fois, il y a tout ça à faire, quoi. C'est pas compliqué. Et donc, heureusement, j'ai fait avant vous. Bon, la 5e génération,
Alors, vous voyez, la quatrième, il y a 321 truies. La cinquième génération, bon, ça, c'est 321, on en fait 3. Et puis, les précédentes en ont fait 6, et puis, y compris la première. Et ça continue comme ça. Ça continue, on a dit qu'on allait jusqu'à la 10e génération. La 6e génération, j'ai plus indiqué les calculs parce que c'est toujours les mêmes. C'est la dernière génération multipliée par 3, toutes les avant multipliées par 6. Voilà. Et voyez que, là, la 6e génération, on est à 6921, ce qui est encore raisonnable. On n'est pas loin de la 10e, il faut encore faire 4 générations. Mais, voilà ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, en gros, si vous regardez, pour ce modèle de génération, c'est chaque fois qu'on passe une génération, on est multiplié par à peu près 5. Parce qu'il y a une partie des truies qui font 3, et les anciennes font 6. Vous voyez, par exemple, on est passé de 3 à 15. Puis à 15 fois, là ça fait 4 fois même, 4 fois 15, 60. 70 pour aller à 320, 7 fois 5, 35, vous voyez, 350, c'est multiplié par presque 5. Puis 300, ça passe à 1500. Donc ça, c'est multiplié par quasiment 5. Puis après, quasiment 5 aussi, de 14 à 69, vous voyez, de 1400 à 6900. Donc à chaque fois, c'est multiplié à peu près par 5. C'est comme ça que ça se passe. Ouais, on peut d'ailleurs vérifier. 3 fois 5, 15, vous voyez, donc 32 000. À la 8e génération, il y en a 149 229. À la 9e génération, il y a 150 000 multipliés par, etc. Vous avez 692 919. Et la 10e génération, vous avez 3 217 437 truies devant vous. Sauf qu'en plus, c'est même plus que ça, puisqu'on a compté que les truies. Il y avait tous les mâles qu'on n'a pas comptés. Donc c'est ça qu'a trouvé Vauban. Il a été émerveillé. Et d'ailleurs, après, il a dit, voilà, donc finalement, à 11 ans, puisque la première année, elle n'a pas produit, une seule truie a produit quand même plus de 6 millions de cochons, puisque là, on a vu 3 millions. Hein, je vous le rappelle, voilà, c'est quand même remarquable. C'est la puissance des multiplications, quoi. Hein. Parce que au début, ça va, c'est raisonnable pendant quelques coups, et puis après, ça devient dingue, quoi. Ça devient... Alors, je vous lis le texte de Vauban, parce qu'il est joli. Cas merveilleux, donc une fois qu'il a étudié ce problème, qui doit nous faire admirer et en même temps adorer la providence divine, il fallait pas oublier la religion, hein, de ce qu'ayant destiné cet animal pour la nourriture commune de tous les hommes, elle en a rendu l'espèce si féconde que pour peu qu'on veuille bien s'en donner le soin, il est très aisé d'en fournir à tout le monde quelque consommation qu'on puisse en faire. Donc voilà. C'est donc le projet de Vauban, et il a élevé des cochons pour nourrir ses armées. Et voilà un peu son chapitre cochonnerie que vous avez voulu voir. Voilà. À vous de me dire autre chose. Comme on est début janvier, je verrai bien étrenne. Étrenne. Ah, voilà une chose assez jolie aussi. Alors, l'étrenne, c'est aussi le nom d'un titre de livre. Parce que vous avez sûrement compris, j'aime beaucoup les livres et la culture donnée par ces livres. Ce livre, c'est un livre, vous voyez, qui s'appelle Strena, c'est un italien, où sive des nive sexangula, c'est-à-dire où la neige sexangulaire, c'est-à-dire il s'intéresse, le personnage qui a fait ce livre s'intéresse aux flocons de neige et à qui il trouve une symétrie d'ordre 6. Comme on peut effectivement voir ça dans les flocons, quand ça se met sur les vitres, on a des petites étoiles à 6 branches qui se forment. Et celui qui a écrit ça, son nom est écrit en haut, mais il est difficile à comprendre que c'est lui, comme c'est Johannes Kepleris. C'est Jean Kepler. C'est donc l'astronome Kepler. Et donc, comme vous voyez, en 1511, vous voyez l'année en bas, là, MDC X1, il a décidé de faire un cadeau, une étrenne, à la personne qui le faisait vivre, puisqu'il était au château de Prague, et il avait quelqu'un qui le payait pour faire ses travaux, quoi. Alors il a offert un livre pour ses étrennes, qu'il a écrit spécialement pour lui. C'était un grand personnage du royaume qui s'appelait Jean de Wackenfels. Bon, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais il lui a écrit l'étrenne ou la neige sexangulaire.
Donc c'est intéressant parce que, et c'est un livre qui est maintenant très connu, parce que c'est le premier livre du monde qui tente d'expliquer pourquoi les mathématiques sont ce qu'elles sont dans la nature, quoi. Et comment donner sens à tout ce qu'on y trouve, quoi. Par exemple, les cristaux de neige, là, qui ont une symétrie d'ordre 6, on retrouve le nombre 6 dans les hexagones des abeilles, on retrouve ça aussi, on verra ça tout à l'heure, dans les grenades et dans les petits pois. Bon. Je vous lis quelques phrases de ce livre, qui est un très beau livre, qui a 64 pages. C'est un tout petit livre, mais très joli. Chaque fois qu'il se met à neiger, il arrive régulièrement que les premières particules de neige aient la forme d'une astérisque à 6 angles. Ce fait implique une cause bien déterminée, car si cela se produit par hasard, pourquoi les flocons ne tombent-ils pas avec 5 angles ou bien 7 ? Il se pose des questions, des vraies questions, et il va résoudre la question mathématiquement, comme il a fait d'ailleurs pendant tout le temps. C'était un très grand astronome, quoi, bien entendu. Bon. Maintenant, si vous demandez aux géomètres comment sont construites les alvéoles des abeilles, ils vous répondront en ordre hexagonal. Et en effet, chaque alvéole est entourée de 6 autres et possède chacune, avec ce mitoyen, un côté. Bon, donc voilà. Et maintenant, alors, il a quand même regardé les choses de près. Si vous regardez le fond d'une alvéole d'abeilles où les abeilles mettent leur miel, ben voilà, vous avez le fond. En fait, souvent, les alvéoles comme ça, elles sont horizontales plutôt que verticales. Il y a donc une espèce de prisme à 6 faces, qui est le tuyau, là, quoi, enfin, l'alvéole, mais ça se termine par 3 fonds qui sont en forme de losange. Vous voyez, tout en bas, ça se termine comme ça. Alors, on a démontré depuis, mais bon, ça s'est discuté, mais que finalement, en mettant un fond à 6 faces comme ça, les abeilles économisaient leur cire. C'était la meilleure manière de mettre des alvéoles les unes à côté des autres et en se faisant se rencontrer leur fond l'un l'autre. Bon. En tout cas, Kepler a étudié la question et il a inventé un solide que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est celui-là. On va essayer de voir, alors on va voir l'animation. Je vais vous amener sur une autre partie de mon petit machin, là, donc je vous mets des choses un peu plus grandes, et on veut aller voir, qu'est-ce qu'on veut aller voir? Le cadeau de Kepler, voilà, par exemple. Voilà. C'est ça. Donc, ça va être, donc, il a étudié ce solide, qui a donc 12 losanges, qui s'appelle comme ça. Comment on le fait? Là, on fait un peu de géométrie, là, pour vous changer un peu. Vous partez d'un cube. Kepler part d'un cube, donc, pour étudier le solide que vous allez voir, et vous prenez le centre du cube, et vous faites une pyramide qui va du centre du cube, en bleu, là, à chacune des faces. À une face, d'abord, pour commencer. Vous voyez ? Et vous faites comme si vous mettiez la main dans le cube jusqu'au centre. Vous avez cette pyramide, là, en bleu, et vous allez la tirer en dehors de la face. Vous voyez ? Hop! Comme ça, comme une chaussette. Comme vous faites quand vous avez lavé les chaussettes et qu'il faut les remettre à l'endroit, on fait comme ça. Bon. Donc vous avez la pyramide qui était intérieure qui devient extérieure. Et vous faites ça sur toutes les pyramides qui partent du centre. Vous voyez? Clac. En voilà une. Après, une troisième. À chaque fois, vous allez chercher le centre. Hop, vous le mettez de l'autre côté. Et voilà, et vous avez pour tout, voilà, je vais vite, parce que c'est joli, voilà, et vous avez le solide qui est là. Alors ce solide, il est très rigolo parce que le cube a complètement disparu, on pourrait le faire disparaître, voilà, vous voyez. Et vous voyez que c'est des losanges qui sont formés. Qui sont formés, en fait, c'est les pyramides, au départ, étaient formées de 4 faces triangulaires, mais quand vous les avez fait passer de l'autre côté du cube, elles se sont mis dans le même plan. Voilà. Et là, c'est donc, ça, c'est la construction du 12 losanges de Kepler. Alors, on y reconnaît, vous voyez, c'est mis un petit peu en violet, là. La colonne prismatique, c'est un prisme à 6 faces qui fait la partie la principale des alvéoles. Et puis, il y a un fond et un chapeau. Il y a un fond comme ça, de 3 choses, et un chapeau dessous, quoi. Voilà. Et ça, et voilà. Et c'est comme ça que Kepler
a donc étudié ce solide qui s'appelle donc un dodécaèdre rhombique. Dodécaèdre parce qu'il y a 12 choses, c'est un 12 faces. Et losange, rhombique, rhombe, ça veut dire losange. Donc c'est comme ça. Donc voilà. Voilà et c'est ça qu'il a offert. Voilà donc le cadeau qu'a fait Kepler à son protecteur. Allez, dites-moi un autre mot. Pardon. Quoi donc? Ah, hirondelle. Alors, hirondelle, c'est une jolie histoire. C'est une histoire qui se passe au temps de Charlemagne. Vous savez, Charlemagne avait un ministre qui était son quasiment ministre de l'Éducation, qui s'appelait Alcuin, et qui donc, c'est lui qui a fait toutes les ordonnances qui ont fait on dit que Charlemagne a créé des écoles dans toute la France, enfin dans tout l'endroit dont il était, tout l'empire, quoi, tout son empire. Et cet Alcuin a écrit, son ministre, donc, un petit livre pour les jeunes qui s'appelle 54 problèmes pour aiguiser l'esprit des jeunes. Et on trouve dans ce livre donc le problème des hirondelles. La petite image qui est à droite là rappelle que c'est Alcuin qui a créé les lettres minuscules là, qui s'appellent Caroline. C'est les lettres, les caractères en question s'appellent Caroline, et c'est lui qui les a créés pour les copistes et qui ont pris un peu la forme qu'elles ont aujourd'hui. Donc c'est le dénommé Alcuin qui a fait cette chose-là. Alors, Alcuin imagine que il y a donc un certain nombre d'hirondelles qui viennent se poser sur une échelle. Comme je n'avais pas d'hirondelles, j'ai mis des étoiles, mais c'est pareil. Hein, donc il y a une étoile, une hirondelle qui vient se poser sur le premier barreau de l'échelle en bas. Puis au-dessus, il y en a 2 qui se posent, puis 3 sur sur le troisième, 4 sur le quatrième, 5 sur le sixième, etc. Jusqu'au 10e où il y a 10 hirondelles qui se posent, tout là-haut. Et là, je vous dis, vous me dites rapidement combien il y a d'hirondelles là, combien vous en voyez? Dites-moi quelque chose. Bon. 45. Voilà. Bon, c'est bien. 45, c'est pas mal. Allez. Alors, je vais vous montrer comment ça peut se compter. D'accord? C'est-à-dire comment on peut faire la somme de 1 à 10 des nombres. C'est un problème qu'on raconte généralement au sujet aussi d'un mathématicien qui s'appelait Charles Frédéric Gauss. Il ne faut pas l'appeler Karl, il faut l'appeler Charles parce qu'il tenait lui-même à avoir un prénom français. Et un jour, il y a son professeur, il avait 8 ans, ou 7 ans, je sais plus, enfin c'était un très jeune, quoi. Et il y a l'instituteur dans la classe qui dit calculez-moi la somme de tous les nombres de 1 à 100. C'était même pas 10, c'était 100. 5050. Et voilà, exactement. Et donc il y a quelqu'un qui connaît le truc, mais c'est comme ça. Et il y a Gauss qui lève la main tout de suite et il écrit 5050 et c'est évidemment juste. Donc le truc, voilà le truc. Il n'est pas très compliqué. Pour compter toutes ces hirondelles, j'ai mis en jaune toutes celles qui étaient en bas. Et tout d'un coup, voilà qu'elles se mettent à s'envoler. La première hirondelle, en bas, elle va se mettre sur celle du haut, où il y en avait déjà 10. Ça en fait 11. Les 2 autres hirondelles qui étaient sur l'échelle, qui était la deuxième, elles viennent se mettre aussi tout en haut maintenant, à côté de celle qui était 9. Et elles sont aussi 11. Les 3 qui sont sur la 3e échelle, le 3e barreau, elles vont aussi se mettre à côté des 8 autres, ça fait 11. Les 4, elles vont se mettre à côté des autres, des 7, et puis les 5, elles se mettent à côté des 5. Et là, c'est bien parce que c'est facile à calculer. Il y en a 11 à chaque fois, et il y a 5 barreaux, ça fait 55. Donc voilà. Voilà comment il faut. Et d'une façon générale, si on vous dit par exemple, là il y avait 10 hirondelles. En fait, quand vous voulez calculer la somme de tous les nombres, juste de 1 jusqu'à 10, ce qui va se passer, c'est que vous imaginez les hirondelles comme elles se sont envolées. Donc en fait, il y en aura à la fin 10 plus 1 sur tous les barreaux, et elles seront la moitié de 10. Il y aura la moitié de 10 barreaux. C'est-à-dire, ça fait 11 fois 10 sur 2. Et ça, c'est une formule générale. C'est-à-dire, si vous prenez n hirondelles, vous avez les nombres jusqu'à n, et combien y a-t-il quand j'additionne tous ces nombres-là? N plus une fois, n sur 2. C'est comme ça qu'avec 100, ça fait 101 fois 100, ça fait 10 100, sur 2, ça fait 5050. Voilà.
Donc c'est comme ça que ça marche. Ça c'est Gauss qui l'avait trouvé, et c'est le dénommé actuel qui en avait fait une histoire d'hirondelle qui est assez joliment présenté quoi, comme affaire. Hein, voilà. Continuons. La même chose avec N impair. Non, je ne vais pas le faire parce qu'il y a un petit problème d'explication, et mon rôle à moi c'est de passer sur les aspects qui sont un peu plus difficiles. Je vois que tu as regardé la question. Mais voilà. C'est mieux qu'on puisse diviser par 2 pour le nombre de barreaux. Si n est impair, ça va pas marcher tout à fait pareil. Il faut inventer une autre histoire. Voilà. Bon, c'est comme ça. Alors, merci de la remarque quand même. Allez-y. Tunnel. Alors, tunnel, c'est un problème qui a été payé par Lewis Carroll. Lewis Carroll, c'est le père d'Alice au Pays des Merveilles. Il a dit, voilà, on creuse un tunnel rectiligne de Paris à Nice. D'accord? Il y a 700 km de Paris à Nice. Pas à vol d'oiseau, mais presque, en fait. C'est-à-dire, parce que il s'agit de creuser un tunnel rectiligne. Mais comme vous savez, la Terre est ronde. Donc ce tunnel, s'il est rectiligne, c'est un tunnel, effectivement. Ça peut pas se passer à la surface de la Terre. Hein? Donc c'est comme le tunnel sous la Manche. Il est peut-être horizontal, ou presque, je ne sais pas. Je n'ai jamais regardé la question. Mais en tout cas, ce que propose Lewis Carroll, c'est de creuser un tunnel rectiligne de Paris à Nice. Et la question qu'il pose, c'est à quelle profondeur est-ce qu'il passe à mi-chemin? Vous imaginez Paris-Nice, vous imaginez qu'il y a un tunnel. Bon, et puis à combien vous passez sous Mâcon, par exemple? Ça se passe aux alentours de Mâcon, des choses comme ça. À quelle profondeur vous pensez que ça passe? 100 mètres, 10 mètres, 1 kilomètre? Il y a des collines ou pas? Oh, ça c'est pas grave, ça. On fait comme si c'était vraiment rond, quoi. Si c'était vraiment une boule, quoi. La Terre. Voilà, bon. Bon, vous faites votre idée, et puis maintenant on va faire le calcul. Alors il y a un petit peu de calcul, mais enfin ça pas. Vous voyez pas, là j'ai mis des lettres. Il y a la distance Paris-Nice qui est scalée, qui est 700 km. Donc vous voyez la figure, il y a le tunnel, la perpendiculaire qui passe par le centre de la Terre. Donc vous avez un tunnel de profondeur petit a. Et puis vous avez quand même A plus B, là, le diamètre de la Terre, c'est 6400 km. Donc vous comprenez bien que 6400 km pour A plus B, A, vous avez dit combien? 10 mètres ou des choses comme ça, c'est peanuts. Donc on peut considérer que petit b, là, c'est 6400 aussi, enfin 2 fois 6400, puisqu'il y a 2 fois le rayon, donc 12 800. Bon. Et on a une formule que à mon époque on étudiait en 4e, mais bon c'est la vie, hein, les choses changent, la géométrie disparaît dans les écoles, dans les collèges, c'est comme ça. C'est que sur la figure qui est là où vous avez un triangle rectangle, le haut de la Terre là qui est dessiné, Paris et le bas, c'est un triangle rectangle parce que c'est dans un demi-cercle. Bon. Et dans un triangle rectangle, si vous mettez la hauteur, le carré de la hauteur, h fois h, c'est le produit, alors moi quand j'étais petit on disait, c'est le produit des segments qu'elle détermine sur l'hypoténuse. C'est-à-dire de petit a par petit b, quoi. Enfin vous avez ça, je vais pas vous la démontrer parce que de toute façon, c'est plus la peine maintenant, et puis ça n'est plus au programme de rien du tout. Mais en tout cas, on a h égale à b. Bon. Et on a h égale la moitié de la distance Paris-Nice, 350 km. D'accord? Petit b, c'est à peu près 2 fois le diamètre de la Terre, et petit a, on le cherche. Donc, et petit a, si on le cherche, ça fait, alors, 350 fois 350. Bon. Alors, 350 fois 350, ça c'est facile comme calcul, parce que le carré de 35, je sais le calculer, vous savez aussi. Quand vous êtes à un carré qui finit par 5, en fait, vous faites, là il y a 3 devant, 3 après ce serait 4, ça fait 3 fois 4, 12, et vous mettez 25 derrière, et c'est le carré de 35. Donc le carré, ça marche tout le temps. Si vous voulez le carré de 65, c'est pareil. 6 fois 7, 42, 4225. Là, c'est le carré de 65. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des trucs sur le calcul mental qui sont bons à connaître, même pour la vie courante. Donc là, en tout cas, vous avez 122 700, puisqu'il y a les zéros qui sont au carré, là, qu'il faut diviser par 12 800. Et ça fait à peu près 10.
122 000 divisé par 12 000, vous voyez, ou 122 divisé par 12, des choses comme ça. Ça fait 10, et je vous rappelle que les unités, c'est des kilomètres. Donc en fait, dans ce problème, le tunnel, quand il passe au milieu, il est à 10 km sous terre. Ce qui est quand même assez extraordinaire. On n'imagine pas vraiment ça. Et en plus, ce qui est encore plus extraordinaire, qu'avait compris Lewis Carroll à l'époque, c'est que, puisque le tunnel, là, quand il part de Paris pour aller vers Nice, directement, quoi, en ligne droite, comme c'est montré sur le dessin, en fait, l'horizontale à Paris, elle est tangente à la Terre, là. Elle est comme ça. Donc, ce tunnel, il est penché vers l'avant, enfin, vers la Terre. C'est une pente qui va vers la Terre. Parce que vous commencez à creuser en plus, ça se comprend, ça va vers la Terre. Donc c'est une pente. Donc ce qui est extraordinaire, c'est que si vous avez une voiture qui roule, qui n'a pas trop de frottement dans les pneus, vous la posez à Paris, elle arrive à Mâcon toute seule. C'est comme ça. Et si elle a pas mal de vitesse, vous pouvez même remonter un peu vers Nice avec un peu de chance. C'est ça qu'il faudrait faire pour économiser l'essence, par exemple. On va faire ça. Bon. Voilà. Donc, voilà l'affaire. Bon, retour. C'est gagné. Voilà. Alors, ben tiens, moi, c'est moi qui vais vous dire, là, on vient de faire ça, je vais vous montrer tout de suite quelque chose qui est à peu près le même problème. C'est Évian-Lausanne, là. Donc, parce que c'est à peu près pareil. Vous êtes sur le lac de Genève. Et vous êtes, par exemple, à Évian. Et puis, imaginez que vous avez un copain ou une copine qui est de l'autre côté à Lausanne. Vous voyez ? Et il voudrait se dire bonjour. Alors, avec une bonne paire de jumelles, Lausanne-Évian, c'est 12 km. Donc, une bonne paire de jumelles, vous voyez la personne. Ouais. Par exemple, je sais pas, on est où ici? On est à Pleumeur-Baudou, donc je sais pas. Moi, quand je suis à Paris, que je vais à l'est de Paris, à Belleville, là, à 12 km, j'ai le Mont Valérien, et avec une paire de jumelles, je vois le monument. Ouais. C'est-à-dire, on voit bien avec une paire de jumelles, une bonne paire, c'est facile. Donc voilà, on arrive. Eh bien, ils ne se voient pas, en fait. Ils se regardent avec des jumelles et ils ne se voient pas. Et pourquoi est-ce qu'ils ne se voient pas? Puisque vous avez vu le truc précédent, c'est que la Terre est ronde. Et donc, entre Lausanne et Évian, vous avez de l'eau. Et il y a une certaine hauteur d'eau. Petit a. C'est le même problème que tout à l'heure, avec des données qui sont différentes. Mais la même formule nous donne va nous donner le résultat. Voilà, H fois H égale A fois B. C'est-à-dire, vous avez alors D sur 2, 12 km, divisé par 2, 12 km, multiplié par 12 km divisé par 2. C'est donc petit a, la hauteur... c'est une hauteur, on n'y pense pas quand on est sur le lac de Genève, on se dit c'est tout plat, quoi. C'est pas plat, c'est rond. C'est comme la Terre. Et puis 12 800, c'est toujours 2 fois la distance, le diamètre de la Terre. Multiplie tout ça par 8, vous voyez, alors 2 fois 2, ça fait 4, donc il y a 2 fois D fois D qui va venir devant. Il se trouve que 125 000 multiplié par 8, ça fait exactement 100 000. Tout ça tombe très très bien, tout ça. Et donc on a 2 fois D égale 100 000 fois A. Mais, si vous décidez de mettre les D en kilomètres, d'accord? Donc vous avez 2 fois D en kilomètres fois D en kilomètres, ça vaut 100 000 fois A en kilomètres. Mais c'est la même chose, donc si vous pour multiplier par 100 000 c'est 2 fois, c'est 100 multiplié par 1000 quand même. Bon, c'est-à-dire des kilos par des centis. Ça fait bien des 10 000, 100 000, puisqu'il y a des centimes. Donc ça fait, si vous multipliez par 100 000 petit a en centimètres, ça fait comme si vous aviez une formule qui s'écrit en kilomètres de l'autre côté. Et donc, petit a en centimètres, c'est 2 fois, D on a vu que c'était 12 km, 12 fois 12. 12 fois 12, ça fait 144. 2 fois 144, ça fait à peu près 300. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré là, c'est que finalement, pour se voir, il faut qu'ils montent tous les deux à 300 centimètres au-dessus de la rive, quoi. Il faut qu'ils montent à 3 mètres de hauteur chacun pour se voir en ligne droite, quoi. Ça, c'est assez rigolo.
C'est assez rigolo. Celui qui a trouvé ça, je vous le dis quand même, il s'appelle Antoine Audier. Il a eu cette idée de mettre des distances en kilomètres et des choses en mètres. Comme ça, il a une formule, par exemple. C'est le même problème pour la Tour Eiffel. Lui, il se posait la question. Vous voyez, c'est la même figure, quoi. Il se posait la question, à quelle distance? Il venait de Chartres, lui, Antoine Audier. Et il venait de Chartres, et il allait vers Paris. Et à quel moment je vois la Tour Eiffel, quoi. Et il avait inventé cette formule. Là, H, c'est la distance qu'il a par rapport à la Tour Eiffel, là, d'après la figure, ça se voit bien. H fois H, ça vaut 12 fois. Il a remplacé 128, 12 800 par 12, à condition d'avoir A en mètres et H en H. Ce qui fait là, vous voyez, par exemple, la hauteur de la Tour Eiffel, c'est petit a. Elle est notée petit a, la hauteur. Hein, ça fait 300 mètres. Et vous avez donc 12 fois 300 qui vaut 3600. C'est le résultat. Et donc, pour faire 3600 comme un carré, c'est 60 fois 60. Donc, c'est à 60 km qu'on voit le haut de la Tour Eiffel quand on arrive de Chartres. Voilà. C'est ça c'est un petit peu compliqué, mais enfin, vous m'en excuserez pour une fois, et ça passe. C'est rigolo, c'est plus rigolo. À vous de jouer sur quelque chose, là. Voilà. Allez-y. Les trois cercles, merci. Moi, j'aime beaucoup cette chose. C'est un théorème, je vais vous démontrer, non, je ne vais pas vous le démontrer parce qu'il est très simple. Ça s'appelle le théorème, c'est le théorème de Johnson. Alors, théorème de Johnson, j'ai une petite animation là-dessus. Je vais vous le faire ici, ça doit être ça. Voilà. Donc, c'est un théorème du XXe siècle qui a été démontré récemment, donc il y a une centaine d'années. Et le théorème, il dit ça. Je prends un cercle que je trace, un cercle de même rayon, je le trace à côté, il se coupe, et un troisième cercle de même rayon. Alors, vous avez trois cercles. Vous pouvez faire ça, par exemple, au café, si vous êtes sur une nappe en papier. Avec une sous-tasse, vous pouvez faire des cercles de même rayon. Donc vous pouvez faire trois cercles de même rayon qui passent par un même point. Voilà. Et là, donc, vous y allez. Quand vous avez fait ça, vous constatez que ces trois cercles se coupent deux à deux en trois autres points. Il y a le point au milieu qui est commun aux trois cercles, qui se coupe en trois autres points. Alors à ce moment-là, il se passe la chose fantastique suivante. Si vous avez des amis avec du café, c'est bien. Faut pas faire ça avec la tasse de café. Il faut faire ça avec la sous-tasse pour faire parce que sinon, le café se verse. Eh bien, ce qui se passe, c'est que si vous mettez la sous-tasse pour essayer de regarder ce qu'elle est par rapport aux trois points supplémentaires, ça vient exactement, c'est le cercle circonscrit aux trois points d'intersection qui sont à côté là. Voilà. Ça, c'est le théorème de Johnson. C'est un truc extraordinaire. Avec la même sous-tasse, avec quoi? Le même cercle avec lequel vous avez fait les trois premiers, vous avez trois autres points, ils sont sur le cercle de la sous-tasse. Alors, c'est un truc qui a été démontré en 1916. Ça s'appelle le théorème de Johnson. Et alors, en fait, il y a un truc qui est assez extraordinaire. Ça vient du fait que le seul théorème qui est utilisé, c'est que si vous prenez deux cercles de même rayon et de centre O et O', là, comme c'est marqué là, si vous regardez les deux autres points d'intersection, évidemment, les quatre rayons OA, OA', O'A, O'A', ils ont le même rayon, puisqu'ils sont tout à même rayon. Donc c'est des losanges. Alors il se passe un truc fantastique en plus, c'est que il va apparaître quelque chose. Là, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un enfant de troisième, là. C'est le seul qui était ici chez nous. Donc, merci. Quand je suis en troisième, je leur dis que je leur fais ça. Je leur dis, il y a quelque chose qui est caché là, sous les figures, sous les trois cercles. Il y a une figure qui est cachée. Dès que vous l'avez trouvé, vous levez la main. Je vais vous dire ce qui se passe. Quand on dit, on va commencer à prendre deux des cercles, et on va tracer le premier losange que je vous ai montré dans l'image précédente. Voilà. Là, il y a déjà un élève qui lève la main quand il voit ça. Parce qu'il a compris ce qui allait se passer. Il dit, je sais ce qu'il y a caché dessous. Après, je mets le deuxième losange, c'est-à-dire avec donc deux autres cercles et les quatre rayons. Et là, il y en a la moitié de la classe qui se lève et qui dit, j'ai vu le truc.
Vous voyez? Donc c'est pareil pour vous. Il n'y a pas de raison, vous soyez plus bête que des enfants. Et donc, et pour détailler la troisième zone. Et ce qui apparaît, c'est un cube. Ce qui est quand même une perspective de cube. Alors, c'est fantastique, mais c'est pas extraordinaire. C'est des losanges. Ça, je vous l'ai montré. C'est évident. Et puis, en plus, tous les segments sont égaux. Mais il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire. C'est que, quand vous voyez le cube, il n'y a que 7 points que vous voyez. Le dernier, il est caché derrière les 3 premières faces du cube, là. J'ai montré, là. Et il est aussi comme ça. Si j'étais, on mettrait des pointillés pour la perspective du cube, par exemple, comme ça. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce 8e point du cube, c'est le centre du cercle, qui passe par les 3 points d'intersection, qui étaient les 3 autres points d'intersection de 3 cercles concurrents. Voilà. C'est absolument fantastique. La figure est absolument fantastique. Voyez, je vous la remontre parce qu'elle était comme ça. C'est un théorème qui est fabuleux, quoi, et puis qui est très simple à comprendre et à voir. Et puis après, ça fait peur. Alors, ce qui est rigolo par rapport à mon histoire, à notre histoire, à tous, c'est que quand j'ai vu, je connaissais ce théorème depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et je suis allé tout près de chez vous, à côté de Tréguier, chez un monsieur qui s'appelle Sylvain Larrière, qui est, peut-être certains d'entre vous le connaissent. C'est un sculpteur qui fait des sculptures avec de la lumière, du métal, et qui fait bouger tout ça. Et je lui ai dit, tu connais pas le théorème de Johnson, sûrement, parce que ça m'étonnerait. Bon, mais je vais te le montrer. Peut-être tu peux faire une sculpture qui ressemble à ça, quoi. Et il l'a faite. On a mis 3 ans à la faire. C'est vous qui avez choisi de faire 3 cercles. Voilà, et il a fait cette sculpture. Enfin, cette sculpture, vous voyez, c'est un espèce de... Vous voyez ce cercle, et puis à l'intérieur, il y a 3 cercles. On les voit, les 3 cercles vous voyez, qui se coupent en un point, et puis le cercle qui vient se mettre sur les 3 autres points qui sont autour. Et tout ça, Sylvain Larrière, qui est donc là, qui est en train de fabriquer son objet, ben voilà, il l'a fabriqué et maintenant je suis très content de l'avoir chez moi parce que c'est vraiment une sculpture fantastique. Voilà. En plus, il bouge, il fait bouger les cercles. Là, j'ai pas de film, là, hein, j'ai pas fait de film, mais il fait bouger les cercles et ça marche, quoi. C'est comme c'est marqué sur au début de la conférence, quoi. Voilà. Bon, donc voilà, etc., etc. Retour au suivant. À vous de jouer. Bon. Calcul mental. Donc vous êtes une adepte du calcul mental. Et donc, ben, je vais vous montrer. Alors, peut-être, vous connaissez sûrement, mais c'est pas sûr que vous connaissiez vos tables de multiplication par 6, 7, 8 ou 9 sur les doigts de la main. On utilise les doigts de la main. Mais je vous le ferai quand il y aura la lumière. D'accord? Pour faire ça. Non, mais je peux, comme vous voulez. Oui. Ah ben merci. Par exemple, vous voulez faire 7 fois 8. Vous en souvenez pas, parce que 7 fois 8, c'est souvent celui dont on ne se souvient pas, quoi. Alors, vous faites 7 avec votre côté gauche. C'est-à-dire les pieds, ça compte pour 5, et 7. Ça s'est fait 7. Vous faites 8 avec votre côté droit. 5 et 3. D'accord? Et vous regardez. Alors, comme ça fait 7 fois 8, vous regardez le nombre de doigts levés. Il y en a 5, ça fait 50. Vous comptez 50. C'est le chiffre des dizaines. Et puis vous regardez les doigts baissés. Il y en a 3 de ce côté-là, et il y en a 2 là. Et vous faites la multiplication, vous avez quand même un petit effort, c'est 3 fois 2. Mais c'est moins de 5. C'est ça qui est bien. Donc vous avez 50, et 3 fois 2, 6. 56. 7 fois 8, 56. Ça marche tout le temps. Vous pouvez. Ce soir, vous faisiez chez vous, si vous êtes entre vous, hein, parce que sinon on ne voit pas, ils sont malades, mais vous faites par exemple, je sais pas, dites-moi un nombre, une multiplication. Allez-y, dites-moi. Un truc à faire entre 5 et 10. 8 fois 9. Bon, 8 fois 9. Bon, 8 fois 9. 4 et 3, 7. 70. 1 fois 2, 72. Voilà. Ça marche pour tous les nombres entre 5 et 10, ça marche. Mais après, ça c'est bien, mais après, si par exemple je vous demande 13 fois 18, et vous êtes là, comme des imbéciles, vous avez oublié votre téléphone, puisque c'est maintenant,
Maintenant, on vous l'a fait éteindre en plus. Il faut utiliser les téléphones pour faire des calculs. Combien vous faites pour faire 3 fois 18? Je vais vous donner le truc. C'est-à-dire tous les nombres entre 10 et 20, quoi. Hein. Au lieu de 13 fois 18, parce que c'est vraiment compliqué, vous faites 13 plus 8, juste. Vous laissez tomber le 18. Là. Ça fait 21. Et puis, pour une raison quelconque, vous mettez un 0. 210. Faut s'en souvenir. Faut que ça se souvienne. Bon. Et puis après, la multiplication que vous faites, c'est la plus simple. C'est plus simple. C'est donc 3 fois 8 seulement. 24. 3 fois 10 et 24, ça fait 234. 210 et 24, ça fait 230. C'est le résultat. D'accord? Alors, ça marche tout le temps aussi. Ça marche tout le temps. Vous pourriez faire 14 fois 17, 12 fois 19, enfin, tout ça, c'est-à-dire 12 fois 19, par exemple. Vous faites 12 plus 9. Ah ben ça fait encore 21, c'est pas ma faute, mais tant pis. 210, et puis 2 fois 9, 18. 218. Donc 12 fois 19, 218. Voilà. Mais ça marche même quand vous allez plus loin, avec les 20. 23 fois 28. Alors, vous faites c'est toujours le même truc. 23, mais plus 8 seulement. Vous voyez, c'est de côté les trucs. Ça fait 31. Et après, vous mettez le 0, mais comme on est dans les vingtaines, on multiplie par 2. Bon. Après, vous savez, on s'habitue très bien. Moi, maintenant, je sais par cœur ce truc-là. Ça va. Je peux vous le faire. Je sais multiplier les nombres qui sont dans une même dizaine. Puisque c'est ça que je vous apprends à faire, là. Le 310 par 2, ça fait 620. Puis vous faites 3 fois 8, 24. Allez, juste les unités. 644, c'est le résultat. Voilà. Si vous avez une machine, vous pouvez le vérifier. Voilà. Alors, l'explication, je vous la passe, parce que il n'y a guère que le gosse qui va pouvoir comprendre, et les profs de maths qui sont... Parce que ça, il sait faire. Voilà, c'est la démonstration, d'accord? Je passe dessus. Bon, enfin, moi, juste pour vous montrer que ça marche tout le temps. Par exemple, pour tous les deux, dès que vous prenez deux nombres dans une même dizaine, 53 fois 57, par exemple, donc 53 et 7 seulement, additionnez, ça va vite, 60, mettez un 0, multipliez par 5 parce que j'ai dans les cinquantaines, ça fait 3000. 3 fois 7, 21, 3021, c'est le résultat. Voilà. Ça, vous en avez appris, là. Ça, je ne sais pas si ça va vous servir, mais quand même, c'est quand même pas mal. Bon. Voilà, bon, retour. Bon, voilà. Puzzle. On y va. Le puzzle. Alors, il y a un puzzle qui est très célèbre, qui est le suivant. C'est un triangle équilatéral. Ça a été inventé par un monsieur, j'ai mis le nom tout de suite, à Dieudonné, il s'appelle. C'était un gars qui faisait des problèmes de mathématiques vers 1910, par là. Alors, il a découpé ça en 4 morceaux, pas n'importe où. Hein. Et alors, ce qu'il y a quand même d'extraordinaire, c'est ces 4 morceaux, ils peuvent, si on peut garder les articulations et faire tourner tout ça. Et si on le fait tourner jusqu'au bout, qu'est-ce qu'on obtient de l'autre côté? C'est ça qu'il a trouvé, qui est rigolo, quoi. Hein. C'est un carré. Voilà, voilà, ça c'est quand même pas mal. Avec les 4 pièces, vous pouvez faire soit un triangle équilatéral, soit un carré. Non seulement vous pouvez le faire comme des puzzles, c'est-à-dire en manipulant des petites pièces, quoi, mais aussi avec cette articulation qui est quand même très jolie, quoi. Hein. Voilà. Donc je vous le mets dans l'autre sens pour que vous voyez bien. En tout cas, voilà, là c'est un exemple de puzzle qui permet de faire soit un triangle équilatéral, soit un carré avec les 4 pièces qui sont données, quoi. Voilà. Donc voilà. Ça c'est la première partie. Bon, puzzle de données. Après, vous avez un autre puzzle qui était connu en 1937. Ça a été une des trucs vedettes de l'ouverture du Palais de la Découverte en 1937. Vous avez un pentagone, c'est-à-dire un truc à 5 côtés, que vous pouvez découper en 5 morceaux, de manière comme ça. Non, 6, pardon, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Bon. Puis, si vous pouvez voir que, bon, je crois qu'en cliquant là-dessus, non? En cliquant, oui, c'est ça. Ça met les choses à leur place. Bon, voilà. Il y a un puzzle. On peut découper un pentagone en 5 morceaux. Mais ce pentagone, si vous voulez, vous pouvez le transformer avec les mêmes morceaux en un parallélogramme, qui est désigné ici, vous voyez. Vous avez commun au pentagone et au parallélogramme, vous avez un certain nombre de morceaux, 3. Et puis il y a les 3 autres qui sont au-dessus pour le pentagone. Par exemple, le 6, là, vous voyez, qui peut se mettre là ou là.
Ici, non, celui-là, c'est pas à peine de le mettre. Ah, et il ne peut pas s'enlever, zut. Bon, ben, tant pis pour moi, il s'est fait comme ça. Donc après, je peux mettre le 2 ici, le 1 là. Bon. Donc, soit vous avez ce pentagone, vous pouvez le transformer, si vous voulez, en plaçant les pièces autrement, en un parallélogramme. Mais ce qui est extraordinaire encore plus, c'est que vous pouvez aussi en faire un carré. Vous voyez ? Par exemple, il y a voilà, un morceau du pentagone ou du carré. En voilà un qui est commun aux deux, au pentagone et au carré. Là, il y a le 6 qui vient se placer dans ces petits morceaux là-haut. Voilà, et puis vous faire finir le carré comme ça. Donc en fait, vous pouvez découper ce que je vous ai montré là. Il y a quand même un truc, vous nous aviez dit que c'était des coups de ciseaux, donc qui étaient traversants complètement. Ah non, c'est pas des coups de ciseaux. Dans les puzzles, c'est un autre truc. C'est tout à l'heure, j'ai dû parler des coups de ciseaux. Pour les puzzles, il se peut que ce soit pas des grandes traversées, quoi. La preuve. Merci de faire la remarque. Voilà. Donc ça, vous pouvez donc prendre un puzzle, le découper en morceaux et en faire un carré. Alors là, il y a un truc maintenant qui devient étonnant. Parce que vous pouvez prendre un triangle équilatéral, le transformer, le découper et en refaire un carré avec les morceaux. Mais vous avez aussi un autre cas, c'est vous pouvez prendre un pentagone et le découper en carré et le découper en morceaux pour en faire un carré. Finalement, est-ce que vous ne pourriez pas prendre un puzzle avec lequel vous pourrez faire un triangle équilatéral, mais aussi un pentagone, de même surface, bien entendu, puisqu'après les morceaux ils s'agencent. Bon. Eh bien, en passant par le carré, ça ne va pas être très difficile, parce que voilà ce qu'il faut faire, comment il faut découper les choses pour avoir, avec 4 pièces, soit un triangle équilatéral, soit un carré. Il faut faire comme ça. C'est ça le découpage. Voilà le découpage qu'il faut faire pour, à partir d'un pentagone, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut faire un carré. Alors, est-ce qu'on peut faire un découpage qui passe directement du pentagone au triangle équilatéral ou inversement? Exactement. Voilà, il a tout compris. Il faut superposer les deux découpages. Comme ça. Enfin, on ne sait pas pourquoi il a tout compris, s'il l'a déjà vu ailleurs ou pas. Hein, mais bon, ça c'est... En tout cas, il a compris. Voilà, découpage pentagone carré. Alors là, j'ai mis des trucs. Vous pouvez vous amuser à faire ça, l'enlever. Vous pouvez vous amuser à faire ça, l'enlever. Et puis vous appuyez en même ça et faire ça. Si vous découpez le carré comme c'est écrit en bas, alors vous pourrez évidemment faire le pentagone. Il n'y a qu'à garder ensemble les choses qui sont ensemble. Mais si, avec tous les découpages que vous avez faits, vous pouvez aussi, si vous voulez, faire le triangle équilatéral. Donc, maintenant, vous avez réussi à trouver un puzzle, enfin des morceaux, qui sont au bas de l'écran, là. Avec ces morceaux, ils sont combien? 13, 12, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés là. 13, ils doivent être, ou 14, je ne sais plus. Bon. En tout cas, avec ces 14 morceaux, soit vous pouvez faire un triangle équilatéral, soit vous pouvez faire un pentagone. Voilà. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est un premier exemple de ce qu'on appelle aujourd'hui le théorème de Bolyai, que je vais finir de vous démontrer. Alors voilà, maintenant, je passe à la dernière chose, le théorème de Bolyai. Alors, c'est donc le théorème général que je vous ai annoncé tout au début. Étant donné 2 polygones de même surface, il est possible de découper l'un en morceaux, pouvant reconstituer exactement l'autre. Ça, on l'a vu sur un exemple pour le triangle équilatéral au polygone à 5 côtés. Bon. C'est un théorème, vous voyez, Bolyai, 1830. Donc, bon. Alors, pour démontrer ce théorème, il suffit de démontrer qu'à partir d'un polygone, on peut toujours obtenir un carré de même surface. Puisque ça, on l'a trouvé avec le pentagone et le triangle. Si je peux passer d'un polygone à un carré, je pourrais passer d'un carré à un autre polygone d'autre part, et j'aurais gagné en groupant les deux, c'est ce qu'il avait trouvé. Bon.
Donc, il suffit, pour démontrer le théorème, je peux toujours découper un polygone en morceaux pour en obtenir un autre de même surface. Il suffit de montrer que je peux découper un polygone pour obtenir un carré. Je vais vous le démontrer. Pour ça, je vais faire en 4 étapes. C'est pour ça que c'est un peu long, mais bon, ça a quand même l'avantage de vous avoir fait une démonstration complète de mathématiques, de vraies mathématiques, d'un bout à l'autre, quoi. Pour vous montrer que tout polygone peut se découper pour reformer un carré, finalement. Tout polygone peut se découper en quelques triangles. Ça, c'est pas compliqué. Pour faire ça, vous prenez un point au milieu, vous avez un polygone, vous le découpez en triangle. Vous le découpez, c'est pas très compliqué. Alors évidemment, il peut se passer quelque chose si jamais votre polygone, il n'est pas comme il faut, comme ça, quoi. S'il n'est pas comme ça, s'il n'est pas bien, vous commencez à le couper n'importe où, à l'endroit où il rentre dedans, quoi, où il rentre dans lui-même, et puis après, vous découpez chaque polygone. Vous mettez 2 points au milieu, et vous avez des triangles. Donc tout polygone peut se découper en quelques triangles. Donc ça, vous avez un polygone, vous le découpez en triangles. Bon. Quelques-uns. Bon. Mais après, quand vous avez ces triangles, vous pouvez les découper de façon à obtenir un rectangle de même surface. Vous voyez ? Comment est-ce qu'on fait ? Je répète. J'ai un triangle, et je peux le découper de façon à obtenir un rectangle. Alors, pour ça, je considère la base du triangle opposé au plus grand angle, je coupe par une parallèle à la base, je mets la hauteur du petit triangle, et puis j'ai plus qu'à reprendre ça, mettre des couleurs pour bien les voir quand ça tourne, et quand ça tourne, ça fait un rectangle. Vous voyez ? C'est comme ça qu'il faut faire. Bon, je vais se faire. Donc en tout cas, j'en suis où ? À ma deuxième étape. Un polygone, je peux le découper en quelques triangles, mettons 7 ou 8. Mais chaque triangle, je peux le découper pour faire un rectangle. Donc je peux découper un polygone pour faire un certain nombre de rectangles. 7 ou 8. Faut que je m'y mette, hein. Bon, mais c'est comme ça. Alors après, je prends mon rectangle. Eh bien, tout rectangle, je peux le découper de façon à obtenir un carré de même surface. Ça, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est Euclide qui a trouvé ça. Mais c'est assez astucieux. Vous voyez ? Voilà. Voilà le rectangle. Alors, je vais donc le découper pour faire un carré à la place. Je commence à prendre le petit côté, là, le mettre de côté pour qu'il soit à 90 degrés. Et puis après, je fais le demi-cercle sur ce segment que je viens d'obtenir. Comme ça. Et puis, je prends un des côtés du rectangle, je le prolonge, j'obtiens ça. Et ça, j'en fais un carré. Ça a la même surface que le rectangle. Ce carré a la même surface que le rectangle. Alors ça, il faudrait demander aux garçons, ils sauraient faire avec ce qu'on lui a enseigné, en particulier les coordonnées d'un point dans un plan. Mais enfin, moi je vous le montre. Je vous montre que le rectangle que j'avais au départ, il a bien la même surface que le carré qu'on a mis, et on peut faire un puzzle comme ça. On prend le rectangle, le carré. On les regarde bien, et puis on trace les segments suivants. Le premier, là-haut, là, à gauche, ensuite celui-là, et ensuite celui-là. Ça fait des découpages. Alors là, il faudrait demander aux garçons de montrer que c'est parallèle. Tout ça, c'est parallèle. Mais il sait le faire. Si je l'aide un peu, il saura le faire. Bon. Et heureusement que tu es venu, finalement. Donc voilà. Après, quand vous avez fait ça, vous prenez ce bout, vous mettez un peu de couleur pour qu'on le voit mieux, là. Ici, vous avez un autre, et là, vous prenez le bout, vous le poussez vers le carré, et celui-là, vous le poussez là, ça fait bien le carré. Vous voyez ? Je vous le fais à l'envers. Vous voyez ? Pour montrer. Vous vous souvenez comment on a fait le carré, on a pris le rectangle, on a fait tourner un de ses petits côtés, on a pris un demi-cercle, on a prolongé pour avoir un truc, c'est le côté du carré en vert, et ça marche. Voilà. Et ça marche très bien. Donc en tout cas, voilà une manière de transformer un rectangle en carré. Donc on est parti finalement d'un polygone. On l'a découpé en triangles. Chacun de ces triangles, on l'a découpé, on les a remplacés par un carré, pour pouvoir refaire un carré, pour pouvoir refaire un rectangle, et ce rectangle, on l'a découpé pour pouvoir en faire un carré. Donc finalement, on a découpé un polynôme, et on a obtenu quelques carrés. Peut-être 23 ou 128, mais c'est égal. On peut le faire. Quelqu'un peut le faire.
Donc, maintenant, vous êtes avec un paquet de carrés. Maintenant, il faut voir qu'avec un paquet de carrés, vous pouvez découper tout ça pour en faire un seul carré. C'est quand même un peu... Ça a l'air difficile. Mais malheureusement, heureusement, pardon, ça ne l'est pas. Parce que plusieurs carrés peuvent se découper de façon à obtenir un seul carré. Il suffit de le montrer pour 2 carrés. C'est ça qui va nous simplifier, parce que imaginons que vous ayez 2 carrés et vous sachiez les découper pour en faire un seul, avec les morceaux. Ben, si vous avez 47 carrés, vous en prenez un, vous en prenez 2, vous en faites un seul, il vous reste 46 carrés. Ben, vous avez encore 46 carrés, vous prenez le 45e et le 46e, vous refaites un carré à 20, il vous en reste 45. Et ainsi de suite. Donc vous allez y arriver avec vos 45 carrés. Si vous arrivez à montrer qu'avec 2 carrés, vous pouvez en faire qu'un seul, vous aurez démontré pour n'importe quel nombre de carrés. Voilà. Et maintenant, donc, je vais vous démontrer ça. Quoique cette démonstration, vous l'avez déjà vue quand vous étiez petit, elle porte un nom, quelqu'un va me le dire. Comment faire montrer qu'on peut découper 2 carrés pour en obtenir un seul? Ça s'appelle Pythagore. C'est Pythagore qui a montré que le carré de l'hypoténuse était égal au carré des 2 autres côtés. Donc et il a surtout montré qu'on pouvait le faire avec un puzzle. C'est-à-dire, il y a beaucoup de manières de montrer le théorème de Pythagore. Mais là, voilà. Imaginons que j'ai 2 carrés. J'ai 2 carrés, alors je vais faire avec... Ça, c'est le théorème de Pythagore. Je peux faire avec un découpage qui fasse que les morceaux de ces 2 carrés refont un carré de côté celui qui est en bleu. Là. Voilà. J'ai fait descendre le petit carré, parce que c'est plus rigolo. Bon. Donc voilà. Et là, comment on fait pour faire ça? Le découpage est déjà fait. C'est-à-dire ce truc-là, vous pouvez le carré le découper en 3. Et après, vous avez ce petit morceau-là et celui-là qui est le 2e carré. Voilà les 2 carrés. Celui-là, vous pouvez le pousser là, pour le faire rentrer dans un seul carré de côté bleu. Les autres, vous pouvez les mettre ici. Et ça fait bien le carré de l'hypoténuse. C'est une des démonstrations du théorème de Pythagore. Ça, je vous le refais. Voilà. Vous voyez, voilà où vous en êtes. Là, pour l'instant, les 2 carrés, le triangle, le rectangle correspondant. Après, vous complétez le carré. Vous avez tout ce découpage et après, vous allez déplacer, d'abord montrer que c'est les deux carrés, puis après vous les déplacez et ça marche tout bien. Ce qui fait que quand même, ce qui est absolument fantastique, c'est qu'on vient de démontrer, vous aviez un polygone, comment le découper pour en faire un carré? Vous en faites des triangles, 326 triangles, il faut que je sois comme ça. Avec ces triangles, vous découpez en 3 à chaque fois. Ça fait 900 morceaux, mais ça fait rien. Vous avez que des rectangles. Ce rectangle, vous le découpez en 4 morceaux, ça fait... vous avez des milliers de machins, de morceaux, mais vous pouvez en faire un carré. Et vous vous retrouvez avec peut-être des milliers de carrés, mais ça n'a pas d'importance. Chaque fois que vous en avez 2, vous en faites qu'un. Et donc, vous arrivez jusqu'au bout. Et vous, au bout, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez montré que tout polygone peut se décomposer en morceaux pour reformer un carré. Et donc, comme tout autre polygone peut aussi se transformer dans le même carré, s'ils ont la même surface, ça va être le même. Il suffit de... Si vous aviez 2000 morceaux pour l'un, 3000 pour l'autre, ça vous en fait 5000, mais ça ne fait rien. Vous avez un découpage qui fait passer d'un polygone à un autre de même surface, et vous avez démontré le théorème de Bolyai de 1830. Complètement, je vous ai rien caché. C'est d'un bout à l'autre la démonstration. Voilà.